Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Ça fait un moment que vous nous aviez pas vus. Benjamin Moubèche, qui est au chômage, avait décidé de prendre 4 mois de vacances sans aucune justification. Florian Tixier, le beau gosse, était occupé à beaucoup trop draguer sur les plages du sud de la France. Moi, petite bronchite, on était là, on était bien. Du coup, voilà, on est tous rétablis, on est tous de retour, on est tous prêts à envoyer la sauce tous les jours. Peut-être pas toujours quand même, mais, Ouais, non. mais là, peut-être pas tous les jours quand même, mais jusqu'à la reprise de la saison, on va vous essayer pardon de vous envoyer un maximum de podcasts. Benjamin Moubèche, comment ça va? Mais écoute, ça allait bien avant l'intro de podcast un peu frauduleuse que tu m'as sorti. Donc avant ça, c'était impeccable. Effectivement, je me remets de mes vacances. Je sais pas d'où tu les sors, mais apparemment, elles existent dans ta Moi, tête. mais il faut se reposer un petit peu, Ben. Il faut se Bah, reposer. je ferai ça, c'est ce que je fais actuellement. Voilà, là, c'est de la détente avec toi, le carton, tranquillement. C'est détente, c'est détente. Florian Tixier est avec nous, grand retour. Comment ça va? Bah ça va, comme Ben, ça allait très bien avant ta description et je crois que ça va encore mieux parce que tu me décris bien, donc ça me va, tu vois. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est ça. J'aime bien. On sait, t'inquiète, on connaît. Les gars, on commence aujourd'hui épisode. On va parler un petit peu des Bulls et des Raptors. Alors, Flo et Ben vont vous expliquer pourquoi on a choisi de lier ces deux équipes. Les gars, on commence tout de suite. Justement, je le disais, ces deux équipes sont un petit peu liées par leur projet, par la configuration de leur projet, j'ai envie de dire, puisque ça fait quand même plus ou moins 2 ans qu'on dit la même chose. Qu'est-ce qui se passe à Toronto? Qu'est-ce qui se passe aux Bulls? On a l'impression que leur projet est sur une timeline étrange, qui a une sorte d'anachronisme. Florian, je te lance là-dessus. Explique-nous un petit peu ce qui se passe. En fait, c'est un peu bizarre ce qui se passe à Toronto et à Chicago. Personne ne comprend trop parce qu'en fait, depuis un an, on a eu beaucoup de projets qui ont décidé d'une direction claire et précise. Le Magic qui a explosé, les Pacers qu'on reconstruit. Il y a plein d'équipes comme ça qui ont eu les cojones de faire quelque chose, ce que n'ont pas l'air de faire les JM des Bulls et des Raptors. Donc Karnisovas et Masai Ujiri, qui sont pourtant parmi les JM les plus applaudis et appréciés du grand public, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un peu des mots de fraude qui commencent à partir, quoi. Est-ce que Masai Ujiri ne survit pas sur son trade de Kawhi? C'est un peu ce mood-là. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que on a des doubles timelines dans tous les sens. On a des jeunes d'un côté qui n'arrivent pas à se développer parce qu'on a des vétérans affirmés et confirmés dans les mêmes équipes. On a des situations salariales et contractuelles qui n'ont aucun sens, avec des joueurs qui veulent chercher leur gros contrat, tandis que les jeunes essaient de se faire une place et justement essaient de trouver leur premier contrat. On a des blessures dans les deux équipes, ça va dans le mur parce que la pire chose en NBA, c'est de jouer le ventre mou, c'est de jouer de l'entre-deux et c'est exactement ce que les Bulls et les Raptors sont destinés à faire pour la saison 23-24, quoi. Ouais, je pense que tu as tout résumé. Il joue le ventre mou depuis un an ou deux déjà maintenant. On a l'impression que voilà, il n'y a pas de direction claire qui se dessine, Benjamin. Je te laisse compléter un petit peu ce qu'a dit Florian. J'imagine que tu es du même avis. C'est un peu incohérent. Bah, moi, je souligne effectivement que c'est soit maintenant, aujourd'hui en NBA, tu joues pour le titre. Donc vraiment, tu balances tes assets pour amener des joueurs, former une équipe cohérente qui est compétitive pour essayer d'aller chercher le titre sur une timeline qui peut être assez large finalement. On voit par exemple Phoenix qui est compétitif depuis quelques années et qui devrait l'être pendant encore un bon moment. La timeline, elle n'est pas forcément de seulement 1 ou 2 ans comme parfois on l'entend. Mais en tout cas, il y a par exemple, Phoenix, c'est l'exemple typique, une franchise qui va tout envoyer pour tenter de jouer le pic maintenant. Ou alors, on a des franchises en reconstruction qui se basent sur le développement des talents, sur le Mhm. fait d'accumuler des assets. Le Thunder, c'est clairement le meilleur exemple. Ils ont une base jeune qui est énorme. Ils ont plein d'assets pour monter des trades. Et en fait, ils se préparent à avancer vers ce cycle. Donc, dans cette NBA cyclique qui alterne vraiment entre contender et reconstruction, il y a des équipes au milieu qui peu à peu disparaissent. On avait le Magic avant, mais qui est parti en reconstruction. On a eu beaucoup d'autres équipes qui sont parties en reconstruction, comme les Pacers aussi. Et il reste quand même quelques équipes du ventre mou, et notamment donc les Bulls et les Raptors. Et effectivement, dans la NBA moderne, ça a quasiment plus de sens de faire ça. Et là, actuellement, on a du mal à voir où vont ces franchises qui refusent d'appuyer sur le bouton rouge de la reconstruction et qui en même temps n'ont pas les armes pour aller chercher un titre. Bah, c'est ça en fait. En plus, vous avez parlé de la reconstruction du Magic, des Pacers, de ce genre d'équipe, des Spurs maintenant qui est plutôt bien lancé avec Victor Wembanyama. On a l'exemple que ça marche en fait, que jouer le ventre mou c'est la pire chose et que faut pas avoir peur
d'appuyer sur le bouton rouge, comme tu disais, Benjamin. Regarde ce que ça a fait aux Pacers, regarde ce que ça a fait au Magic. L'avenir est plutôt super positif pour ces équipes-là. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible du côté des Bulls et des Raptors. Les gars, on va faire un petit zoom sur les Bulls. Puisque les Bulls ne font rien, très clairement. Les Bulls sont attentistes, on dirait moi en cours de philo en terminale. Florian, dernière année de contrat de DeMar DeRozan. Il lui reste la saison prochaine, je crois qu'il prend 28 millions, aux alentours de 28 millions. C'est sa dernière année. Après, il va falloir se poser la question de la prolongation ou la question de perdre un joueur comme DeMar DeRozan contre rien, en fait. Bah, c'est un peu moi, ce que j'attendais des Bulls cet été, c'était de tout bazarder parce que on vient de le dire pendant Ouais. 5 minutes, jouer le ventre mou, ça ne sert à rien. Il jouait déjà le ventre mou les 2 dernières saisons avec un trio qui commence peu à peu à sortir de son prime, même si Lavine est un peu plus jeune, mais avec un trio de Rosanne, Vucevic et Lavine qui ne va plus augmenter de niveau sur les prochaines années. Ouais. Ça n'avait aucun sens de continuer sur ce projet-là. Avant même l'ouverture de la free agency, on n'a toujours aucun trade qui pointe le bout de son nez. On a la re-signature de Vucevic. On a la dernière année de DeMar DeRozan. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Vucevic qui a re-signé 60 millions sur 3 ans. Et on a toujours Lonzo Ball qui est à Et on a l'infirmerie. toujours Lonzo Ball. On ne sait pas ce qui se profile pour lui sur les années futures. Mais pour le coup, Lonzo Ball ça reste un projet jeune et un projet sur lequel tu peux te dire, quand il n'est pas blessé, il peut continuer à progresser, à faire augmenter cette équipe-là. Mais justement, étant donné qu'il est blessé, où est-ce qu'on va? Le salary cap aujourd'hui, il est aux alentours de 136 millions pour la saison prochaine. Tes 4 plus gros salaires que sont Lavine, DeRozan, Ball et Vucevic te bouffent à peu près entre 115 et 120 millions. C'est-à-dire que quasiment l'entièreté de ton salary cap est complètement sur des joueurs anachroniques avec ton projet, étant donné que tu ne joues rien. Vucevic, ils l'ont re-signé pour, je pense, ne pas le perdre contre rien. Ça veut dire qu'il ne va pas tarder à être transféré. Ça reste un joueur de qualité et à 20 millions la saison, sur 1 ou 2 années, ça peut être utile. DeMar DeRozan, je ne vois pas un seul monde où DeMar DeRozan reste à Chicago sur cette année. Ça n'a aucun sens. Typiquement, il joue en plus sur le poste de Patrick Williams qui doit se développer. Zach Lavine, il y a quelques rumeurs à droite à gauche. On savait que les Knicks étaient dessus. Est-ce que les Knicks vont aller s'embourber d'un tel salaire? Je suis pas sûr non plus. Karnis Sovas joue également sa réputation sur son passif avec les Nuggets. Moi, pour le coup, son travail avec les Bulls depuis 3-4 ans maintenant est, pour ainsi dire, assez catastrophique. Je suis vraiment pas fan. Bon, bah, en tout cas, moi, j'étais attentiste en philo. Toi, t'avais l'air plutôt fort en rédaction. Parce que là, thèse, antithèse, synthèse, frérot, c'était carré dans l'axe. Ben, un petit mot, du coup, sur ce que vient de dire Flo. Les Bulls, voilà, on l'a dit, c'est pas cohérent. Tiens, voilà, le cas des Rosanne. Comment tu vois le cas des Rosanne, Benjamin? Est-ce que tu vois des Rosanne être transférés en cours de saison ou alors est-ce que tu le vois partir, devenir unrestricted free agent? Bah, je pense qu'il va être candidat fatalement à un trade en milieu de saison parce que plus on avance et plus on a de rumeurs de transfert. Florian évoquait Lavine, typiquement, qui était dans les rumeurs avec les Knicks. Apparemment, il y a eu de vraies discussions cet été. En tout cas, les Knicks sont approchés des Bulls par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se profile, le début de la fin un petit peu aux Bulls. Donc normalement, à la deadline, on aura les rumeurs et les Bulls pourront appuyer sur le bouton. Et si j'étais à leur place, mais je suis pas GM, j'appuierais dessus parce qu'en fait, à un moment, il faut bien faire quelque chose avec ce projet. Et là, quand tu regardes l'intersaison des Bulls, Javon Carter, Torrey Craig, etc., c'est des signatures à la marge. Quand tu as un projet qui est déjà cohérent et que tu ajoutes des pièces qui manquent un petit peu, c'est pas des pièces qui vont vraiment changer ton projet. Et du coup, quand tu gardes vraiment ta base, alors que tu viens juste de pas disputer le playoff, ça n'a pas de sens de continuer comme ça, tu vois, de t'évertuer vraiment à jouer ce ventre mou dont on parlait. Donc il faut appuyer sur le bouton. La difficulté avec les Bulls, en fait, c'est que la timeline aussi dans les contrats est assez éclatée. C'est-à-dire que là, DeRozan arrive en fin de contrat, mais Vucevic vient en signer un nouveau sur 3 ans, pendant que Lavine, lui, il a encore 4 ans de contrat en comptant son option. En fait, tout le monde est sur des timelines assez différentes en termes de contrat. Il n'y a pas de vrai bon moment sur lequel il faut appuyer sur le bouton rouge. Mais là, la fin de contrat de DeRozan, en fait, ça marque vraiment le dernier délai pour appuyer sur le bouton reconstruction et vraiment repartir à zéro en profitant de tous tes assets, c'est-à-dire DeRozan, Lavine, Vucevic, Lonzo Ball s'y revient éventuellement, Alex Caruso si tu as le temps de le transférer, tous ces gars-là, tu peux t'en séparer, tu peux récupérer des assets, mais c'est le dernier moment pour vraiment faire la bonne reconstruction en profitant de tous tes assets pour aller chercher d'autres assets plus intéressants et plus cohérents avec un projet de Mais reconstruction. surtout que leurs moves sont bêtes, moi je trouve, parce que tu draftes Ayodo Soumnou et Dalen Terry sur les dernières années. Tu vas chercher à la saison dernière, tu vas chercher Alex Caruso qui est sur ce poste-là.
Là, cette année, tu vas chercher Javon Carter qui est plus vieux, qui est sur l'exact même poste, donc t'es jeune, ça se développe pas. Tu drafts Patrick Williams, tu signes DeMar DeRozan, tu dis mais putain, ça fait moyen sens quoi. Là, tu viens de signer Torrey Craig qui est sur exactement les mêmes postes. Donc en fait, ils sont dans un espèce de. Et moi, je me dis si les 15 premiers matchs ils sont en 5-10, ça n'a aucun sens de rester comme ça quoi. Bah, de toute façon, maintenant, on verra bien ce que Mm. font les Bulls, hein. L'avenir était entre leurs mains. Moi, je suis pas très confiant pour eux. J'avais une blague catastrophique à faire, un petit jeu de mots dégueu. Je veux dire que tu as Euh, les boules pour les Bulls ou un truc comme ça. non, 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 on était Ok. non, un peu dans le même style, mais c'était pas aussi dégueulasse que ça, Benjamin. À ta différence, je pense avoir un petit peu d'humour, n'est-ce pas? Ok. Je t'aime. Donc voilà, on verra ce que font les Bulls. Moi, je suis pas très confiant. Je pense que ça va être encore incohérent. Et puis on va encore se dire, ah bah, vous voyez, les mecs, prenez vos agendas là. Le début février, on refait un podcast. Que font les Bulls? C'est sûr on le fait tous les ans celui-là, et c'est sûr qu'on va le refaire. Bon allez, on ferme la parenthèse Bulls. On va se pencher un petit peu rapidement sur les Raptors. Benjamin, faut qu'on parle des Raptors qui eux aussi sont sur un projet anachronique. Il y a leur superstar, Pascal Siakam, joueur reconnu, talent indéniable, très très fort joueur de NBA, c'est incontestable. Donc Pascal Siakam, il lui reste une année de contrat. Il a annoncé que cette année, il voulait la jouer aux Raptors et qu'il n'accepterait pas de partir des Raptors. Là encore, ça laisse peu de marge de manœuvre pour Toronto. Bah, clairement, quand on parle du cas des DeRozan, on se projette et on se dit qu'il y aura un marché pour lui parce que s'il est agent libre et qu'il veut pas rester à Chicago, et ça se profile plutôt comme ça parce que le Ouais, projet est assez peu intéressant, l'équipe qui va le récupérer va pouvoir le signer. Là, Siakam, en disant je refuse de signer mon extension, en fait, il plombe complètement sa valeur de transfert parce que l'équipe qui va le récupérer, déjà, l'intersaison est déjà finie virtuellement. Donc, c'est vraiment une équipe qui va se dire je vais le garder pendant en fait 6 une mois. demi-saison ou 2 tiers d'une saison et après il va partir. Et ce serait cohérent. Et quand tu as un joueur qui est aussi volatile que ça, qui coûte aussi cher, parce que Masai Ujiri ne le laisserait pas partir contre rien, ça n'aurait pas de sens non plus, en fait, tu es juste bloqué. Donc concrètement, il faut se dire que là tout de suite, les Raptors de Siakam, c'est bloqué pour au moins encore un an. Il y a de grandes chances qu'il signe son extension là-bas, parce que c'est le meilleur moyen pour les Raptors de récupérer de la valeur en le transférant par la suite, et le meilleur moyen pour Siakam de signer un gros contrat. Ça, Florian l'expliquera mieux que moi, je lui laisse la main par rapport à ça. Eh ben vas-y, Florian, la transition est toute faite. Régale-nous. Vous voyez l'extension de Jalen Brown à plus de 300 millions, Siakam il en rêve et si Siakam termine dans une All-NBA à la fin de l'année, ce qui est totalement possible, hein. Je veux dire avec les Raptors qui Sincèrement. font 6e ou 7e, même si c'est une place un peu pourrie, avec un Siakam qui tourne en 26 8-6, ce qu'il est complètement capable de faire, tu me dis ça c'est en All-NBA Second Team, c'est possible. Et ben il va Bah, il l'a déjà fait 2 ouais, fois, donc il n'y a pas de raison. clairement. Donc ça, c'est clairement un scénario où Pascal Siakam rentre dans les conditions d'ancienneté et de cap de, de, de récompense de All-NBA pour Mhm. signer une Jalen Brown extension. Donc c'est ce qu'il recherche et c'est tout à fait rationnel. Il a bien raison de le faire. Mais du côté de Masai Ujiri, ça n'a aucun sens parce que OG Anunoby est à la recherche d'un contrat un peu inférieur, mais qui va s'en rapprocher également s'il fait partie d'une All Defensive ou voire même défenseur de l'année. Mais ça n'a aucun sens sur les mêmes commentaires que les Bulls avec encore. Moi, je suis encore plus critique parce que eux, les jeunes, en fait, ils les ont. C'est-à-dire qu'ils ont une superstar potentielle avec Scottie Barnes. Ils draftent plutôt bien avec Grady Dick cette année, qui va pouvoir faire quelque chose. Christian Koloko l'an dernier, que j'aime beaucoup en protection de cercle. Ils signent des jeunes intéressants comme Precious Achua ou Jalen McDaniels. Super. Mhm. Gary Trent Jr., qui a encore 24-25 ans. Super. Mais pourquoi tu continues à t'embourber avec des gros contrats et des joueurs qui sont complètement anachroniques avec ton projet, comme Pascal Siakam, la re-signature de Jakob Poeltl, la possible fin de contrat du coup de OG Anunoby, la signature de Dennis Schroeder qui est un super joueur, mais qui est pour ainsi dire le meneur le moins compatible avec ta superstar potentielle qui est Scottie Barnes. C'est se battre avec des bouts de ficelle pour essayer de faire quelque chose sur une année, pendant que tu sais que des joueurs comme Pascal Siakam et OG Anunoby rêvent d'un gros contrat et potentiellement te plomber ta masse salariale alors que tu es en reconstruction, ce qui n'a aucun sens. Alors que en plus, les mecs sont sur le poste de ta future superstar. Marcel Ujiri, C'est ça, Arthur en plus, c'est Karnikovas, ça. même combat, vous êtes bêtes. Là, t'as deux mecs sur le poste de Scottie Barnes qui vont demander pactole. OG Anunoby pour des sommes évidemment moins importantes que Siakam, mais qui va demander pactole quand Alors que même. Scottie Barnes Et donc va on fait demander quoi de Scottie pactole, Barnes? il va demander la Designated Player Extension parce que c'est le centre du projet.
il va demander les mêmes contrats que les Ja Morant, les Luka Doncic, les Trae Young, parce que c'est le centre du projet des Raptors. Bien sûr. Donc en fait, on va se retrouver dans un an et demi où Masai Ujiri va envoyer 50 millions sur Siakam, 40 millions sur Anunoby et 35 millions sur Scottie Barnes, tous des postes 3,5. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, les gars. Vous Ah, avez mais ça vraiment fait le m'énerve. tour. Là, pour le coup, Ah ah oui, oui, je te sens énervé. Pense à Tyrese Haliburton Donc ça, c'est une et tu franchise seras calme tout de où suite. on sait où ils vont. Putain. Voilà, ça, c'est une franchise où il y a de la Ouais. cohérence. C'est une franchise cohérente. Les gars, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? non, j'ai juste chiffré juste rapidement le côté, ce que vient de dire Flo, justement par rapport à l'accumulation d'ailiers. Il faut se dire qu'actuellement, Toronto a environ 60 de son cap sur ses forwards, c'est-à-dire vraiment 99 millions de dollars, et c'est énorme. Et donc, il faut imaginer un avenir dans lequel Siakam signe pour 35 du cap, parce qu'on parle de ça, et dans lequel OG Anunoby va prendre aussi une énorme portion, avec effectivement, comme Flo l'expliquait, encore une fois, Scottie Barnes qui lui aussi vise 30. Donc en fait, à un moment, juste mathématiquement, ça coince et il va falloir faire des choix. Et le problème, je pense qu'on a avec Masai Ujiri dans ce podcast, c'est juste qu'il repousse ses choix. Et par exemple, Fred VanVleet, il n'avait pas voulu le transférer. Maintenant, il part pour rien. Si on continue d'avancer, au bout d'un moment, OG Anunoby va peut-être partir pour rien. Ou alors, il va se retrouver bloqué avec des contrats dont il ne veut pas. Et au bout d'un moment, il va falloir transférer des assets. Et les autres équipes, sachant que Masai Ujiri a besoin de transférer ses assets, vont pouvoir en tirer profit. Donc en fait, il se met dans une position qui est un peu compliquée pour construire une équipe et où il aura du mal à vraiment trouver le meilleur retour sur investissement par rapport à ses Exact. contrats. Donc je pense que c'est ça qui frustre beaucoup, c'est C'est que clair. ces décisions-là, il aurait pu les prendre bien avant en transférant Siakam, en transférant Anunoby au choix, ou en draftant un autre joueur que Scottie Barnes par ailleurs. Mais en tout cas, il y avait ces choix-là sur la table. Il les a pas fait. Maintenant, on arrive à un moment où il est devant le mur. Tous les problèmes s'accumulent, en fait. C'est exactement ça. Tu les as tous Et repoussés un Apparemment, par il un. serait Ok, trop gourmand. Il serait trop gourmand sur les cas Siakam et Anunoby. Quand on sait que l'an dernier, il a refusé 2 joueurs des Grizzlies plus 4 premiers tours, tu dis, bah ça, tu déconnes, quoi. Enfin, t'as une trop haute valeur de tes propres joueurs, quoi. je veux bien lui faire confiance un petit peu, Moi, je lui mais fais plus confiance. voilà, on arrive quand même au stade où à tout moment ça peut péter et la là, faut réputation de agir. Masai Ujiri ira avec, c'est vrai. Là, faut agir. Et tu vois, après, c'est ces équipes-là qui se retrouvent dans le ventre mou pendant 5, 6, 7 ans et qui, en fait, jouent milieu de tableau tous les ans et en fait, on n'attend rien d'eux. Et c'est pas sexy, c'est moche, mais ils ont pas le choix et parce ils ont, comme tu l'as très bien dit, Ben, t'accumules en repoussant à chaque fois les échéances et puis au bout d'un moment, t'es débordé, tu sais plus quoi faire. Et les choix, c'est encore plus difficile à faire après. Bon, les gars, merci beaucoup pour vos petites analyses. Vous avez été très complets, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. On refait ça très très vite, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous aide beaucoup. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous.